Professeure Isabelle Conepo, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre rhumatologue à l'hôpital de Bicêtre. Ça fait de nombreuses années maintenant que vous intervenez auprès de l'association Courir pour l'arthrite juvénile infantile. Alors le rhumatisme de l'enfant, qu'on appelle plus précisément l'arthrite juvénile idiopathique, est une maladie rare. Le traitement repose sur des anti-inflammatoires non stéroïdiens, sur des corticoïdes, depuis peu sur des biothérapies. Alors comme le veut la formule, j'ai envie de vous demander quoi de neuf, docteur, en 2015? Alors en 2015, le traitement repose de moins en moins sur les corticoïdes, mais de plus en plus effectivement sur les biothérapies, et que l'on essaye bien sûr d'introduire le plus tôt possible pour éviter les effets secondaires quand même qui sont nombreux de la corticothérapie. Et ces biothérapies, surtout, elles deviennent de plus en plus ciblées, de plus en plus appropriées à la maladie en question, à la situation de l'enfant, et parfois, et on essaye de plus en plus même, de les arrêter quand cela est possible. Alors l'année dernière et les années précédentes, vous-même et certains de vos confrères avaient fait le point sur toutes ces thérapies, donc inutile de les rappeler dans le détail. Par contre, est-ce qu'en 2015, il y a de nouvelles AMM, de nouvelles extensions d'AMM? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent? Qu'est-ce qui change? Alors en 2015, il y a eu de nouvelles AMM, et en particulier pour les enfants qui ont la spondylarthrite. Et il y a une AMM pour un anti-TNF qui est l'Humira pour les spondylarthrites à partir de l'âge de 6 ans. Par ailleurs, il y a une AMM qui est en cours pour un anti-IL1 qui est le canakinumab dans la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique. Pour l'instant, on attend d'avoir le remboursement. Donc, pour l'instant, ce produit n'est pas encore disponible en dehors d'un essai thérapeutique. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a un nombre limité de patients qui peuvent avoir accès à ce traitement, sous réserve d'être inclus dans l'essai thérapeutique. Absolument, ouais. Je vous ai entendu dire pendant votre intervention que le patient semblait de plus en plus impliqué en tant que partenaire dans la recherche en santé. Qu'est-ce qu'il en est? Absolument. L'évolution, je crois, des mentalités et des pratiques est en cours, et c'est vrai qu'on prend de plus en plus en compte finalement l'expertise du patient, qui lui est aussi un expert de sa maladie au quotidien. Et on veut de plus en plus impliquer le patient, bien sûr dans la prise en charge de sa maladie, mais qui nous aide également à identifier ses besoins et à mieux l'évaluer dans tous les domaines de la recherche en santé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé, et les associations jouent un rôle évidemment majeur là-dedans pour reporter au maximum tous ces besoins, et qu'on puisse s'adapter au mieux, bien sûr, à la demande des patients. Et enfin, j'ai entendu le mot de patient expert. C'est un mot qu'on retrouve énormément dans beaucoup d'associations, quelle que soit la maladie. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un patient expert? Alors, je n'aurais pas la définition du patient expert, mais je dirais que le patient est expert à bien des points de vue. Il est expert de sa vie quotidienne avec la maladie. Il est expert d'un certain nombre de connaissances, et parfois même au-delà de sa connaissance en tant que patient, parfois moins un peu de la connaissance sur la maladie, parce qu'il peut informer ses partenaires, enfin ses praticien de santé, par exemple son kinésithérapeute ou son pharmacien, qui parfois ne connaît pas bien sa maladie. Et surtout, il est expert parce qu'il va devenir de plus en plus représenté dans certaines instances. Je parlais de la recherche, qui est un exemple, mais il peut aussi être associé à des projets de beaucoup plus grande dimension, des projets européens, c'est déjà le cas, pour essayer d'avancer effectivement dans les connaissances de la maladie et l'amélioration des pratiques, et bien entendu l'amélioration du pronostic. Bon, pour résumer votre intervention, pas vraiment de nouveaux médicaments, mais en tout cas de la progression dans les AMM de certains médicaments, certainement des choses à venir dans les mois et des années qui arrivent, et un patient toujours plus impliqué dans la recherche et dans la connaissance de cette maladie. Absolument, on doit continuer à travailler sur les médicaments existants, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, je parlais de l'arrêt des traitements, et aussi développer les médicaments qu'il est nécessaire de développer. On n'est pas forcément obligé de suivre tout ce qu'il y a comme développement thérapeutique chez l'adulte, mais retirer de leur expérience les produits qui peuvent être intéressants chez l'enfant et adapter, trouver des moyens de pouvoir les utiliser. Si on doit faire des essais thérapeutiques, on les fera, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire tous les essais possibles et imaginables. Là aussi, il faut être raisonnable. Merci beaucoup, professeure Isabelle Conepo, et je vous dis à l'année prochaine, logiquement. Oui, je pense. Merci.